Alors là, je peux vous répondre parce que je suis pas seulement spécialiste du principe d'égalité, j'enseigne aussi en première année de droit. Bon, donc moi je les vois arriver sans concours dans les facultés. Or, effectivement, il y a... si je regarde le nombre de groupes de TD que j'ai en deuxième année par rapport à la première, 50% d'étudiants de première année se sont évaporés. Donc, le ministre a rappelé l'autre jour, chez nous, il n'y a pas de concours à l'entrée, mais la sélection se fait obligatoirement sur place. En droit, je ne vois pas comment on peut laisser filer quelqu'un qui ne sait pas argumenter, quelqu'un qui n'a pas d'aisance à l'écrit ou qui n'a pas de style. Ça n'est pas possible. Alors, c'est déjà le cas. C'est d'ailleurs pour ça que les lois actuelles sont si mal rédigées, ou même les révisions constitutionnelles, c'est que les hauts fonctionnaires ne savent même plus rédiger. Mais on a un problème de ce côté-là, mais je ne peux pas, en droit, ou dans un certain nombre de sciences sociales ou autres, laisser passer des gens qui ne savent pas écrire, ça ne sera pas possible. Et je ne comprends pas dans votre système comment les étudiants ainsi reçus à Sciences Po, dont vous dites qu'il a fallu leur enlever l'obstacle, finalement n'ont plus d'obstacle une fois qu'ils sont dedans. C'est là qu'il y a vraiment un problème de logique dans ce qui se passe, et je me méfie un petit peu de cette prétendue de réussite et de ces prétendus excellents résultats. En tout cas, moi je vois ce que je vois à l'université, c'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui rentrent en faculté en n'ayant pas l'expression écrite, c'est-à-dire les mots pour le dire. Mais là, nous payons quoi? Nous payons l'échec de l'école. Bon, ça c'est autre chose, c'est-à-dire que moi je ne peux pas refaire des dictées en première année de droit. Si c'est M. Bourdieu qui avait décidé de supprimer les dictées, moi je paye son addition et je paye sa casse quand j'arrive en fin d'année en première année de droit. On ne peut pas quand même l'imputer à Bourdieu. Bourdieu et donc on ne peut pas tout faire au niveau de l'enseignement supérieur. Je crois que le problème se trouve bien avant, et en attendant de pouvoir revoir tout ça et de recommencer l'assimilation républicaine, parce que c'est facile de dire, c'est toujours l'argument qu'on entend, on dit l'assimilation républicaine, l'intégration à la française a échoué. Non, il y a deux choses qui ont échoué. L'école, depuis quelque temps, qui a dérivé et qui ne remplit plus son rôle. Et puis il y a aussi, en France, une politique de l'immigration qui n'existe pas, qui n'a jamais été déterminée convenablement, de manière décente. Et le concours de ces deux-là aboutit au résultat que l'on sait. Donc je pense qu'il faut traiter le problème à la source, plutôt que de mettre des cataplanes sur des jambes de bois. Je pense et je persiste à penser que Sciences Po c'est du gadget, et que il y a là-dedans une affaire de communication plus qu'évidente. Je pense que s'il y avait 50% d'étudiants en Sciences Po retenus sur ce critère, l'école coulerait. Et que le directeur ne jouera pas avec ça, d'ailleurs. Tant que ça reste une vingtaine, une trentaine, ça mange pas de pain. Éric on en est sur 4 ans à déjà 115. Cela dit, je suis d'accord sur la critique du coût de communication et de l'alibi qui peut servir à ne pas résoudre des inégalités qui sont plus profondes. C'est pour ça que j'ai appelé à étendre cette mesure-là à d'autres grandes écoles, et qu'il faut qu'il y ait un maximum de prise de conscience pour essayer de lutter contre une situation qui est, à mon avis, est tragique. Et c'est là où peut-être on ne se rejoint pas, c'est que, à mon avis, la situation économique et sociale est extrêmement difficile, et que donc on est obligé, peut-être, dans une certaine mesure, pendant un certain temps, de passer par des détours inégalitaires, par la possibilité finalement de promotionner l'égalité. Oui, mais je voudrais qu'on aborde aussi d'autres questions, la parité tout à l'heure, puisque c'est une forme de discrimination positive qui a été appliquée. Alors j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, mais pour en rester à ce que vous dites, ce sont des mesures temporaires, dites-vous, et on peut justement s'instruire de l'exemple américain ou du contre-exemple américain pour qu'elles soient temporaires, mais d'un autre côté, si on prend ces mesures maintenant, et d'une certaine manière, je serais presque tenté moi-même d'y être favorable devant l'étendue du désastre, mais est-ce que ça ne va pas retarder, si vous voulez, le moment de lucidité, c'est-à-dire une réforme de l'école qui s'obstine dans l'erreur, qui s'obstine à produire cela même qu'elle prétend combattre, et qui pourra continuer, d'autant mieux que de toute façon, on aura trouvé avec la discrimination positive des palliatifs à son propre fiasco. On a envie de dire, face à ce que je vous ai lu, un collège où l'échec est supprimé, un collège non anxiogène, on a envie de dire, arrêtez les dégâts. Je connais des élèves de grandes écoles, justement. L'un d'entre eux a fait un stage, si vous voulez, dans un collège en ZEP.
Et ce qu'il a constaté, c'est que les élèves ne savaient pas travailler, et notamment ceux qui venaient des quartiers les plus défavorisés. Pourquoi ? Parce que dans l'école primaire, on avait supprimé le travail à la maison. Et on avait supprimé le travail à la maison pour que tout se fasse à l'école. Et donc, précisément, pour lutter contre les inégalités. Résultat, les enfants de ces milieux-là ne savent absolument pas travailler chez eux, ils sont complètement inadaptés au collège, alors que ceux qui ont des familles plus au fait des choses, sont aidés et y arrivent. Et donc ça aggrave encore les inégalités. Et après, on va créer de la discrimination positive. Alors oui, rétablissons les dictées, rétablissons évidemment le travail à la maison pour l'enseignement primaire, redonnons force et crédit à l'enseignement de la langue dans l'enseignement primaire et pas l'enseignement de l'anglais en CE2, l'enseignement de la langue, celle qui permet effectivement de faire des raisonnements, d'argumenter, pas des dissertations, des raisonnements simplement, des phrases. Je ne parle pas des dissertations, des phrases. Mais évidemment, on aura la discrimination positive, donc on se dira c'est pas la peine. Parce qu'au bout du compte, on trouvera effectivement le remède. Et là est ma crainte. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que vous énoncez là. Hein. Je partage complètement votre point de vue, mais je crois qu'aujourd'hui, on sacrifie des générations en attendant que justement la bonne mesure soit prise, que la bonne réforme soit pondue. Et en attendant, eh bien finalement rien n'est fait. Et si rien n'est fait, on perd des générations, on sacrifie des talents. Et donc je pense que d'ailleurs, j'ajouterai une mesure à la panoplie de celles que vous avez énoncées, c'est qu'il faudrait commencer par envoyer les meilleurs professeurs, en tout cas les professeurs les plus expérimentés dans les zones d'éducation prioritaire. Écoutez, si c'est pour faire des activités d'éveil, je veux dire, il y a des instituteurs expérimentés avec les nouveaux programmes et les inspecteurs qui sont sur le dos, ils peuvent rien faire. Monsieur Germain, le monsieur Germain de Camus auquel je pense si souvent, il aurait été révoqué d'éducation nationale aujourd'hui. Révoqué, c'est simple. L'éducation nationale est une machine à empêcher que des messieurs Germain existent. Donc qu'on arrête de nous dire les professeurs les plus expérimentés, que les inspecteurs fassent un autre travail que celui qu'ils font, qu'ils n'engueulent pas les professeurs qui sont un peu exigeants, qui font des dictées, qui n'engueulent pas les professeurs anxiogènes. Parce que maintenant, la société les engueule, les grands journaux les engueulent, des journaux dont les principaux rédacteurs mettent leurs enfants par ailleurs dans des lycées ethniquement et socialement complètement protégés. Mais là, il y a quand même un phénomène tellement grave, si vous voulez, que effectivement ma peur est de voir que la discrimination positive puisse simplement lui servir d'accompagnement. Mais si vous dites que vous êtes d'accord pour l'éviter, très bien. Non, mais je suis d'accord, mais simplement juste un mot. Vous ne m'enlèverez pas de l'esprit qu'un professeur qui est inexpérimenté et qui arrive dans une classe de ZEP aura moins de facilité à transmettre la connaissance et le savoir qu'un professeur expérimenté. C'est difficile de tenir une classe. Oui, j'ajouterais à ça que ça irait mieux, que les professeurs seraient plus expérimentés si les IUFM les préparaient un petit peu mieux à leur métier. Mais vous ne pourrez pas contraindre un bon professeur à aller dans une ZEP s'il ne veut pas, parce que le problème de l'égalité c'est bien, mais à condition tout de même qu'elle ne devienne pas liberticide. Vous allez pas, même si vous triplez le salaire de certains professeurs, ils n'iront pas là, ils préféreront rester à Henri IV ou ailleurs. Donc c'est pas une bonne solution. Je pense qu'il faut là aussi dans la formation des maîtres, et vous le savez bien combien c'est important. Il y a pas que les formations des jeunes, il y a la formation des maîtres qui est également à revoir. Et là aussi en leur apprenant à avoir un petit peu, à tenir leur classe et à ne pas un exemple qui est cité par Éric Conan dans un de ses livres et que je connais bien puisqu'il touche l'Académie de Rennes. Dans l'Académie de Rennes, les résultats au bac sont de 10% supérieurs à la moyenne nationale. Eh bien, l'inspecteur général de l'éducation nationale en a fait le reproche au recteur en cherchant pourquoi. Il y avait une tête qui dépassait, c'était pas normal. Et on a trouvé que les méthodes des instituteurs étaient archaïques. On leur reprochait de ne pas faire suffisamment appel aux méthodes innovantes. Bon, et on voit bien que finalement, des bonnes vieilles méthodes ont des résultats meilleurs, mais ça choque. Une tête qui dépasse, ça a l'air de déplaire également à l'administration. Ça peut choquer toujours pour de bonnes raisons, des raisons compassionnelles, des raisons humanitaires, parce qu'il reste des gens défavorisés et il faut se régler
sur eux dans les méthodes et dans l'enseignement. J'ajoute que cette histoire, en effet, de professeurs expérimentés m'irrite. Pourquoi ? Parce que, et je cite à nouveau Éric Morin, il s'agit, dit-il, de faire que l'objectif du collège soit l'acquisition d'une culture commune par chaque classe d'âge, culture discutée et définie par l'ensemble de la société, et non plus seulement par les spécialistes de chaque discipline. Donc les professeurs expérimentés qui aiment leur discipline, de toute façon, ils sont considérés aujourd'hui comme des moutons noirs de l'école, comme des gens dont on n'a pas besoin. Et non, parce que, évidemment, ils résisteront à la définition de cette culture commune dont les piliers pourraient être l'anglais commercial et puis également la maîtrise des nouvelles technologies de la communication et de l'information. Enfin bref, on peut, disons, en finir provisoirement avec ce chapitre de l'école, ce chapitre éminemment difficile et douloureux. Il y a donc une expérience qui s'est produite en France. On a introduit la parité. La France est même allée plus loin que d'autres pays elle a été plus volontariste. Qu'en pensez-vous et quel bilan tirez-vous de la parité dans les élections en France ? Bon, on peut en tirer un bilan contrasté parce que la parité a tout de même permis à un certain nombre de femmes d'accéder à des positions d'élus. Mais il n'en reste pas moins vrai que les partis politiques ne jouent pas le jeu et qu'ils préfèrent, dans une grande majorité des cas, payer des amendes plutôt que s'astreindre à suivre la loi qu'ils ont eux-mêmes votée. Donc, la parité a permis, à mon avis, la parité a permis de faire en sorte qu'un certain nombre de femmes puissent accéder aux fonctions politiques, mais ça n'est pas suffisant. À mon avis, et je suis d'accord avec vous, on ne peut pas sortir de l'incitation. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Et là, malheureusement, ce qu'on voit avec la parité, c'est que s'il n'y a pas un caractère obligatoire, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est un semi-échec ou un semi-succès. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur ce point-là, je suis en désaccord total, parce que autant sur l'égalité des chances et comment assurer la promotion des enfants, on peut discuter des moyens, mais sur le but, là, on est d'accord. Alors ici, on touche un tout autre sujet, qui est la notion même de représentation. C'est quelque chose, c'est un sujet de philosophie politique. Qu'est-ce qu'on représente dans une assemblée politique ? Des idées. Évidemment pas des sexes, des couleurs de peau, des surpoids ou autre chose. Donc, l'idée même de se préoccuper de savoir si les députés sont femmes ou hommes, moi m'échappe complètement, si vous voulez, ça m'est complètement égal. Ce qui m'importe, c'est de savoir si j'ai une majorité socialiste, une majorité pro-européenne, pro-décentralisation ou autre. Mais est-ce que vous n'êtes pas choqué quand même, à un moment donné, de voir qu'il puisse y avoir si peu de femmes dans la représentation nationale? Je suis d'accord avec vous, il y a un risque, si vous voulez, de remplacer subrepticement une idée de représentation par une autre. La représentation du corps social se substituant à la représentation des idées politiques. Et ça peut aller très loin dans l'enseignement. Parce qu'il y a aussi un nouveau critère de représentativité. L'idéologie multiculturaliste demande qu'il y ait des œuvres d'écrivains noirs, blancs, homosexuels, tous représentant de leur identité. Et on nous explique qu'avec Alexandre Dumas, le métissage est entré au Panthéon. On voit ce risque. D'un autre côté, Anne-Marie Le Poirier, quand il y a si peu de femmes en politique, il faut quand même bien faire quelque chose, non ? Moi non, ça me gênerait pas du tout qu'il n'y en ait aucune. Véritablement, mais si ça en gêne un certain nombre. Ça me au-dessus de la tête. Mais si ça en gêne un certain nombre. Mais moi je suis. Alors là vraiment, c'est le professeur de droit constitutionnel, quand même la républicaine qui répond. Vous dites à un moment dans votre livre, monsieur, que c'est une situation caricaturale dans un pays qui donne à ses assemblées la fonction de représentation nationale. Alors justement, la souveraineté nationale, c'est une doctrine politique qui veut que la nation souveraine soit une personne morale représentée par des députés et dont le Conseil constitutionnel, de manière permanente, explique bien que chaque député représente la nation tout entière et non pas sa circonscription. Il a dit 2 fois que la parité et les quotas par sexe était absolument inconstitutionnel. On a contourné. Ceci étant, on a introduit la contradiction dans la Constitution. Mais enfin, on est là parti complètement dans la représentation biologique, je n'ose même plus dire sociologique, dans ce que Ernest Renan appelait le retour au droit des orang-outans, et je trouve ça épouvantable.